Très bien. Donc, merci Thomas et je suis ravi d'être parmi vous pour vous parler de vaisseaux sanguins. On va parler de vaisseaux bien sûr, on va parler de cellules qui sont dans nos vaisseaux et on va à la fin parler un peu de vaisseaux connectés. Donc, je suis chercheur au laboratoire d'hydrodynamique à l'École polytechnique. Je suis arrivé à l'IX en 2010 et je vais vous raconter un peu une partie des activités dans mon équipe. Alors, on commence à regarder un peu les vaisseaux dans nos corps. Le système vasculaire est vraiment un système très dense. Là, vous voyez que les artères, on ne voit pas les veines dans ce slide-là. Mais vous voyez, par exemple, si on zoome à une région spécifique, on va voir que le réseau vasculaire, c'est un réseau multi-échelle. Il y a des gros vaisseaux, des grosses artères, des petites artères. C'est un réseau très dense, très complexe, avec beaucoup de bifurcations, beaucoup de branchements, topologie très compliquée. Il y a certaines maladies qui se développent dans nos artères et la maladie dont je vais vous parler ce soir, c'est l'athérosclérose. Donc l'athérosclérose, c'est la maladie qui mène aux crises cardiaques et des AVC. Et ce que vous voyez, qui sont d'ailleurs la première cause de mortalité dans le monde, hein. Donc, ce que vous voyez ici dans cette photo, c'est l'intérieur d'une aorte. L'aorte, c'est l'artère la plus grosse artère dans nos corps. Et ça, c'est une aorte d'un lapin. Et ce lapin était nourri d'un aliment à haut cholestérol. Les lapins, d'habitude, ne développent pas l'athérosclérose, mais si on leur donne une alimentation à haut cholestérol, on peut induire la maladie. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des petits dépôts dans la paroi de l'aorte du lapin qui sont le début de l'athérosclérose. Avec le temps, ces dépôts se développent à des plaques ou des lésions qui peuvent à terme euh, obstruer la lumière de l'artère et donc boucher l'artère. Et par exemple, si ça arrive dans une artère coronaire dans le cœur, pourrait mener à une crise cardiaque. Ou sinon, cette lésion, cette plaque peut se détacher sous les contraintes du sang, aller dans le cerveau, par exemple, et faire un AVC. Donc ça, c'est la maladie. Et on peut regarder un peu d'une façon plus proche de comment l'athérosclérose se développe. Donc, on va commencer à regarder une artère normale. Donc ici, on a la paroi artérielle et on a la lumière de l'artère où il y a le sang. Et on va regarder un peu la structure de la paroi artérielle. En vert ici, c'est une structure qui est très importante, qu'on appelle l'endothélium. L'endothélium est une monocouche de cellules qui tapissent nos artères. Et donc, c'est la structure qui est à l'interface entre le sang et la paroi artérielle. L'autre type de cellules, c'est les cellules oranges ici, qui sont un peu plus profondes dans la paroi artérielle. Et ça, ce sont les cellules musculaires lisses. Ce sont des cellules qui permettent à l'artère de se dilater ou de contracter. Pour revenir à l'endothélium sert à plusieurs fonctions très, très importantes, hein. Et là, je vais parler de trois fonctions spécifiques. Une fonction de l'endothélium est de réguler la perméabilité de l'artère, c'est-à-dire le transport des molécules entre le sang et la paroi artérielle. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas énormément de cholestérol, par exemple, qui est transporté du sang dans la paroi artérielle est à cause de l'endothélium qui sert pour contrôler ce transport. L'endothélium aussi sert comme une surface antithrombotique, c'est-à-dire ça empêche la formation de thrombie, de thrombose, des caillots sanguins. La raison que le sang
ne fait pas des caillots d'une façon spontanée dans nos artères, c'est à cause de l'endothélium. Mais ça veut dire aussi que si l'endothélium est dysfonctionnel ou est absent ou endommagé, ça fait que ça augmente le risque de thrombose, ce qui est une complication assez grave. La troisième fonction de l'endothélium que j'aimerais bien souligner, c'est de réguler la prolifération ou la division des cellules musculaires lisses. C'est-à-dire, si je endommage l'endothélium ou si je retire l'endothélium, les cellules musculaires lisses vont commencer à proliférer d'une façon incontrôlée et envahir la lumière du vaisseau. Mais si j'ai un bon endothélium, l'endothélium va sécréter certaines molécules qui vont agir sur les cellules musculaires lisses et les garder en état minimalement prolifératif. Alors, ça, c'est une artère normale. Qu'est-ce qui se passe dans l'athérosclérose? Alors, l'athérosclérose est déclenchée avec une inflammation chronique de l'endothélium. Ça, c'est un message très important pour ce soir. Donc, une inflammation chronique de l'endothélium déclenche la maladie. Alors, qu'est-ce qui peut induire cette inflammation chronique? Plusieurs choses. Certains aliments pourraient le faire. Certains virus pourraient le faire. Certains polluants pourraient le faire. La radiation pourrait le faire. Mais aussi certains facteurs mécaniques. En fait, si on réfléchit à l'écoulement du sang dans nos artères, on voit il y a des endroits, par exemple autour des bifurcations et des branchements artériels, où l'écoulement sanguin peut être très perturbé avec du tourbillon et des formats d'écoulement qui est très perturbé. Et ces zones-là sont particulièrement prédisposées à l'athérosclérose. Donc, une chose qui nous intéresse dans mon équipe, c'est comment, en fait, la cellule endothéliale peut comprendre qu'un écoulement ou une contrainte mécanique qui est due à l'écoulement pourrait induire de l'inflammation cellulaire à l'échelle endothéliale. Ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien aujourd'hui, mais qui est un domaine très actif, un domaine de recherche très actif. Donc, à la suite de cette inflammation chronique de l'endothélium, le fonctionnement de l'endothélium est compromis. Ça veut dire que l'endothélium maintenant ne peut plus réguler le transport de grandes molécules comme le cholestérol. Et je commence à avoir beaucoup de transport et d'accumulation de cholestérol dans la paroi artérielle. Avec le temps, cette accumulation est associée avec le recrutement des cellules musculaires lisses qui viennent un peu donner du soutien à cet corps lipidique qui est dans l'artère. Il y a aussi de recrutement de collagène et des autres composantes de la paroi artérielle qui font que maintenant j'ai une plaque qui est plus ou moins stable. Et le vrai danger est que cette lésion ou que cette plaque éclate. Parce que au moment que ça éclate, je perturbe la continuité de l'endothélium. Et quand l'endothélium n'est plus là, j'ai la possibilité de faire une thrombose très rapidement et faire donc une crise cardiaque. Donc voilà la séquence des événements qui mènent au développement de l'athérosclérose. Une chose que j'aimerais bien souligner est qu'il y a des facteurs mécaniques dans chaque aspect de ça. Hein. Donc, j'ai déjà mentionné le fait que l'écoulement, certains types d'écoulement pourraient induire l'inflammation des cellules endothéliales, mais même, par exemple, quand la plaque éclate, ça, c'est un événement mécanique aussi. Hein. Donc, c'est une instabilité dans cette structure, et c'est quelque chose qu'on pourrait étudier d'un point de vue mécanique.
Alors, aujourd'hui, comment on traite l'athérosclérose? Alors, le traitement le plus courant, c'est le déploiement ce qu'on appelle un stent. Le stent est comme ça, souvent métallique, des fois polymérique, mais dans la plupart du temps mécanique, qui va aller, donc on va venir mettre ce stent sur un ballonnet. On va passer le ballonnet soit par l'artère radiale dans le bras, soit par l'artère fémorale qui est dans les jambes, et on va le monter dans, par exemple, l'artère coronaire où il y a un bouchon à cause de l'athérosclérose. Quand on va arriver à l'endroit où il y a le bouchon, euh, on va gonfler le ballonnet qui va grandir le stent et pousser en gros la lésion contre la paroi et donc rouvrir le vaisseau, rétablir l'écoulement artériel. Bon, après, on va dégonfler le ballonnet, on va retirer le ballonnet et le stent reste en place. Ça reste comme un échafaudage pour le vaisseau et ça garde le vaisseau ouvert. Donc, il y a à peu près 7 millions de stents qu'on met dans des gens par an dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est un dispositif qui est très, très courant. Et dans la plupart des cas, ça marche très bien. Mais dans à peu près 10% des cas, il y a des complications qui sont associées au stent. Et les deux complications les plus importantes et les plus dangereuses d'une façon sont ce qu'on appelle la rosténose et la thrombose. La rosténose, c'est un processus qui arrive sur une période de quelques mois après le dépôt d'un stent et c'est en gros le rebouchage de l'artère. La rosténose se développe parce que quand on met le stent en place, on endommage les cellules endothéliales. En fait, les cellules endothéliales, c'est une monocouche cellulaire très fine, très délicate. Et vous pouvez imaginer, si on va prendre un stent métallique, on va le gonfler avec beaucoup de force à haute pression contre les cellules endothéliales, ça va grandement endommager l'endothélium. Et comme si vous vous rappelez du dernier slide, on avait dit qu'une fonction des cellules endothéliales est d'empêcher la prolifération incontrôlée de cellules musculaires lisses. Alors là, quand on aura endommagé les cellules endothéliales, les cellules musculaires lisses commencent à se proliférer d'une façon incontrôlée et c'est ça qui mène à la rosténose. L'autre complication, c'est la thrombose, ça veut dire la formation des caillots sanguins. Et ça, c'est encore une fois à cause de l'endommagement des cellules endothéliales. Parce que quand on perd les cellules endothéliales, on fait des thromboses plus facilement. Alors, il faut donner des médicaments anticoagulants à ces patients pour essayer d'empêcher la thrombose. Mais ce qui est important encore à garder en tête est que ces deux complications, la rosténose et la thrombose, sont des conséquences du fait que le stent lui-même endommage les cellules endothéliales. Alors, je vais vous parler d'un système qu'on a développé pour essayer de comprendre mieux ces processus-là. En fait, quand on a commencé à réfléchir à ces sujets-là, on a regardé comment les gens étudient la performance des stents. Et on a vu qu'il y a en gros deux communautés. Il y a une communauté qui s'intéresse au design des stents et faire des stents qui sont plus performants. Et une considération pour eux est de savoir, par exemple, à quel point un stent est mécaniquement stable. Et ces gens-là, la façon qu'ils regardent leur stent, ils mettent les stents dans des tubes en caoutchouc ou en silicone et ils mettent des contraintes, par exemple, sur les tubes pour voir à quel point les stents sont des structures mécaniquement stables. Ça, c'est une communauté. L'autre communauté, c'est des gens qui sont plutôt plus intéressés par la réponse biologique au stent. Et eux, ils passent directement, très souvent, dans les animaux. Ils vont mettre des stents dans des lapins ou des
des cochons et regarder la réponse de l'animal, voir dans quelles conditions les complications de rosténose et thrombose se développent. Mais donc, nous, en pensant ou en réfléchissant à ce problème, on a pensé que ce serait vraiment utile d'avoir un outil de laboratoire où on peut étudier ces complications du stent d'une façon un peu plus contrôlée et sans avoir besoin d'utiliser des animaux. Numéro un, parce que les animaux ne sont pas des humains. Hein. Souvent, il y a des différences en réponse entre les réponses animales et les réponses humaines. Mais aussi parce que on pense que c'est bien si on peut de ne pas utiliser trop les animaux dans la recherche. Donc, on essaye aujourd'hui de développer des outils qui reproduisent l'environnement biologique et physiologique et potentiellement pathologique sans avoir besoin de faire recours aux animaux. Alors pour ça, on a développé un système d'artères artificielles dans lequel on peut déployer des stents. Et donc ça, c'est un système qui a été développé au départ par une postdoc dans l'équipe qui s'appelle Elizabeth Antoine. Et après, c'était le développement a continué par le travail de notre ingénieur dans l'équipe qui s'appelle Belen Rodriguez Garcia. Donc, ce que Elizabeth et Belen ont fait, et ils ont développé une artère artificielle qui est composée, comme vous voyez ici. Donc, en rose ici, c'est un hydrogel de collagène qui va représenter la paroi de notre artère artificielle. Dans cet hydrogel de collagène, on va mettre en rouge des cellules musculaires lisses. Après, on va mettre un trou dans ce cylindre de collagène et on va tapisser l'intérieur de cellules endothéliales. Donc, en gros, on va développer quelque chose qui, en cross-section, qui ressemble à une artère où on a un écoulement à l'intérieur, la lumière, on a un tapis de cellules endothéliales et après, on a des cellules musculaires lisses dans la paroi. On a développé ce système avec les dimensions et l'écoulement typique des artères coronaires, parce que les artères coronaires, c'est un endroit où on déploie des stents très souvent. Donc, un aspect unique de ce système, parce que je crois que c'est le seul au monde que je connais, un système unique de ce système, ou un aspect unique de ce système, est qu'on peut déployer des dispositifs endovasculaires, comme les stents par exemple, et on peut visualiser la réponse à l'échelle cellulaire et en temps réel au déploiement d'un stent. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ça, c'est une vidéo qui montre comment on déploie un stent dans cette artère. Il faut regarder bien parce que là, il y a le stent qui se met dans l'artère. Hein. Donc, on a vu le déploiement du stent. Et voilà le stent dans l'artère. Et puis, on a montré que en déployant le stent dans cette artère, on endommage les cellules endothéliales d'une façon similaire à ce qui arrive in vivo ou dans la vie réelle chez l'homme. Et avec ce système-là, on peut marquer les cellules endothéliales autour du stent en marqueurs fluorescents et on peut donc visualiser la cicatrisation de l'artère, c'est-à-dire comment les cellules endothéliales migrent, prolifèrent et finalement couvrent le plaie ou l'endommagement qu'on a créé par le stent. Donc ça, c'est une capacité qui est vraiment très, très intéressante parce qu'on pourrait maintenant, par exemple, poser des questions pour voir comment le type de stent qu'on utilise, parce qu'il y a beaucoup de différents stents sur le marché, comment le type de stent qu'on utilise peut influencer la cicatrisation. On peut comprendre
la dynamique de cicatrisation parce que, si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'on donne aux malades des anticoagulants à la suite de stent, mais on ne veut pas donner les anticoagulants à vie, hein, parce que si on est sur anticoagulants, on a un risque d'hémorragie, on ne peut pas faire d'autres interventions, etc. Donc l'idée est les anticoagulants doivent être là jusqu'à la cicatrisation de vaisseau et après on peut arrêter les anticoagulants. Le problème est la vitesse de cicatrisation, c'est variable d'une personne à l'autre et on n'a pas aujourd'hui une bonne façon de visualiser la cicatrisation. Donc nous pensons que ce système pourrait quand même nous donner beaucoup d'informations d'une façon très contrôlée sur quels facteurs influencent la cicatrisation et comment. On, on peut aussi utiliser une technique qui s'appelle le Particle Image Velocimetry. Donc ça, c'est une technique de mécanique des fluides pour visualiser l'écoulement dans les détails d'un écoulement. On peut faire ça dans cette artère artificielle pour visualiser l'écoulement autour du stent. Et ça, c'est important parce que on a montré dans d'autres études que le type d'écoulement qui est autour du stent peut influencer la prolifération et la migration des cellules endothéliales et donc la cicatrisation de l'artère après endommagement. Donc ça, avec cette artère artificielle, ce système d'artère artificielle, on arrive aussi à visualiser les perturbations de l'écoulement autour d'un stent et corréler ça avec la cicatrisation. Donc, ce système, en fait, était très intéressant pour beaucoup des collègues, à la fois dans des entreprises et des collègues académiques. Et aujourd'hui, on collabore avec plusieurs entreprises qui développent des stents et, et aussi des collègues académiques qui veulent étudier les réponses cellulaires de la paroi artérielle au stent, mais aussi aux d'autres dispositifs endovasculaires. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'un projet un peu lié. Donc, pendant qu'on étudiait les stents, il y avait un étudiant, un doctorant dans l'équipe qui s'appelle Franz Boschak, le grand là que vous voyez. Bon, il est très grand par rapport à moi, mais oui, il est grand. Et Franz terminé sa thèse autour de 2013-2014. Et vers la fin de sa thèse, on a eu pas mal de discussions sur l'idée de, ce serait vraiment génial si on pouvait, par exemple, avoir un stent qui serait équipé des capteurs qui peuvent détecter les complications, la rosténose et la thrombose, et envoyer les informations aux patients, aux médecins. Voilà. Donc, on s'est lancé dans un projet de valorisation en créant un startup qui s'appelait Instant, Instant pour Intelligent Stent. Hein. L'idée était de développer un stent intelligent qui a des capteurs qui peut détecter les complications associées au stent. En 2014, Franz et moi, nous avons démarré Instant. Il y avait Bruno Cariel, qui est un ancien X, qui nous a joint aussi en 2014. Et après, Méline Cotence, qui était postdoc dans mon équipe, qui a joint l'équipe Instant aussi en 2014. Et depuis, l'équipe a grandi. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine de personnes et ils ont commencé leur travail dans mon laboratoire à l'X, mais aujourd'hui, ils ont leur propre laboratoire, leurs propres locaux, etc. Donc, c'est une super belle équipe. De prendre un stent, n'importe quel stent, et mettre une très fine couche de à peu près 10 microns d'épaisseur sur lesquels on va mettre des capteurs pour voir les complications. Donc, de quoi on parle quand on parle des capteurs? Alors,
la technologie de capteur sur laquelle on se focalise, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie d'impédance. Donc l'impédance, bien sûr, c'est la résistance au mouvement de courant. Hein. Donc, c'est-à-dire, si je prends deux électrodes, je mets une tension entre ces deux électrodes, il y aura un courant. Mais si je mets un, un milieu entre ces deux électrodes, comme un milieu biologique par exemple, le courant qui va être généré dépend de la composition de milieux biologiques. Parce que différents milieux biologiques ont différentes compositions et différentes donc, impédances ou résistances pour le mouvement des électrons. Donc l'idée à la base était que si j'ai mon stent et mon stent n'a aucune cellule là-dessus, je vais avoir un taux d'impédance. Si par contre j'ai mon stent qui est couvert des cellules endothéliales, c'est-à-dire des bonnes cicatrisations, je vais avoir un autre signal électrique à cause de différentes impédances parce que maintenant j'ai une couche de cellules. Si j'ai des cellules musculaires lisses et donc je suis en train de refaire de resténose, ça va me faire un autre type d'impédance, donc je vais avoir un signal électrique différent. Et si je fais une thrombose, donc un caillot sanguin, ça va mener à encore un signal encore différent. Et en fait, le signal, on ne le fait pas à une seule fréquence, hein, parce qu'on fait une tension, un AC voltage, hein, un alternating current. Donc, on ne le fait pas à une fréquence unique, mais on fait un spectre de fréquences. On fait beaucoup de fréquences. Et dans tout ça, on a énormément d'informations sur qui nous permet de faire des corrélations entre les spectres d'impédance et la composition de ce qui couvre le stent. Donc ça, c'était vraiment un avancement très intéressant pour nous. Maintenant, de développer un stent intelligent, c'est un projet qui prend pas mal de temps. Pendant ce développement, en discutant avec des médecins, on a appris qu'il y a des opportunités pour nous d'utiliser cette même technologie pour des autres maladies, et spécifiquement pour les AVC, et le faire d'une façon un peu plus facile que pour le stent, parce que le stent, c'est un dispositif qu'on implante dans les gens, donc d'avoir un stent intelligent homologué, ça prend un peu du temps. Mais on a appris qu'il y a une autre façon de développer en gros un produit qui peut aider les patients beaucoup plus rapidement et en visant les AVC. Alors, qu'est-ce que c'est un AVC? Un AVC, c'est en gros un caillot sanguin qui bloque un vaisseau dans le cerveau. Il y a à peu près 2 millions AVC en Europe et aux États-Unis par an. Il y a un tiers des patients qui meurent, un tiers qui sont handicapés à la suite d'un AVC. Il n'y a qu'un tiers qui s'en sortent complètement bien. Donc, traditionnellement, la façon qu'on traite les AVC est en injectant un produit chimique qui s'appelle le TPA, le Tissue Plasminogen Activator. Donc, c'est une molécule qui est censée aller et dissoudre le caillot. Le problème est que le TPA, c'est efficace que dans à peu près 40 à 50% des cas. Et c'est efficace que si on le donne 2 à 3 ou peut-être 4 heures après l'AVC. Plus tard que ça, il y a d'endommagements irréversibles. Donc, en 2000, quand on a commencé à travailler sur les AVC et voir que notre technologie des capteurs s'applique beaucoup plus largement qu'aux stents, on a changé le nom de notre entreprise de Instent à Sensome. Donc aujourd'hui, en fait, notre startup s'appelle Sensome. Alors, comme le TPA ne marche pas très bien, en 2014, on a vu les développements de 2 types de dispositifs nouveaux pour le traitement des AVC.
Et ce deux types de dispositifs sont basés sur un autre principe qu'on appelle la thrombectomie mécanique. L'idée ici est ne pas aller chimiquement dissoudre le caillot, mais plutôt d'aller retirer le caillot mécaniquement. C'est-à-dire aller arriver dans l'artère qui est dans le cerveau et retirer le caillot. Donc, je vais vous montrer deux dispositifs qui font ça. Le premier s'appelle un stentriver. C'est quelque chose qui ressemble à un stent, comme vous allez voir. Et l'autre qui s'appelle un cathéter d'aspiration. Alors, le stentriver, on va commencer par regarder ça. Donc, on va commencer, voilà. On a un caillot dans un vaisseau dans le sang, dans le cerveau. On va venir avec un tout petit fil qui s'appelle un guide wire en anglais ou un guide en français. Donc ça, c'est un petit fil qui est 350 microns à son bout ici. D'accord? Donc, on va déployer ce guide. Ce guide-là, il va, comme le nom dit, il va guider l'arrivée d'un dispositif qui s'appelle le stentriver, que vous allez voir maintenant. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressemble à un stent. Et il va donc attraper le caillot, il va le retirer. C'est ça l'idée. Je viens avec le guide, je déploie le stentriver, le stentriver attrape le caillot et je le retire. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième, s'appelle un cathéter d'aspiration. Donc, encore une fois, un caillot dans le cerveau. Je vais venir avec un guide qui va guider cette fois-ci un petit aspirateur qui va venir et aspirer le caillou petit à petit. Donc aujourd'hui, ces deux dispositifs sont utilisés chez les patients et sont en train de devenir beaucoup plus courants que les TPA à cause des problématiques de TPA. Une chose à regarder en tête est que dans ces deux dispositifs, le premier dispositif finalement qui rentre dans le cerveau est ce petit guide. Donc, une chose qui est aussi importante à réaliser est qu'il y a différents types de caillots qu'on peut avoir dans nos cerveaux qui mènent à des AVC. Il y a des caillots blancs et des caillots rouges, et il y a des caillots qui sont mixtes entre les deux. Les caillots blancs, c'est des caillots très caoutchoukeux, ils n'ont pas beaucoup de globules rouges, ils ont beaucoup d'une protéine qui s'appelle la fébrine. Ils ont donc des propriétés mécaniques assez élastiques. Par contre, les caillots rouges sont très riches en globules rouges, très pauvres en fibrine, et ils sont très friteux. Et les mixtes sont entre les deux. Donc, ce que Sensome est en train de faire, ce que Sensome a fait, est de prendre ce guide dont on a parlé, le bout qui fait 350 microns au bout, et on met donc un petit, très fin film de nos capteurs d'impédance. Donc ça, c'est un peu l'épaisseur de ce film par rapport à un cheveu humain, hein, pour vous donner une idée d'échelle. Parce que c'est important que si on met nos capteurs sur le bout du guide, que le médecin ne sent pas que le guide ne navigue pas aussi bien. Parce qu'on va venir avec les guides soit dans le bras, soit dans les jambes, et on va aller dans le cerveau. Donc il faut naviguer dans toute la tortuosité de vaisseau. Hein. Alors, il ne faut pas que nos capteurs interfèrent avec la navigabilité de ce guide. Donc, on a en gros construit le plus petit impédance mètre du monde. On l'a mis au bout de ce guide pour pouvoir finalement distinguer entre différents types de cailloux. Donc, nos capteurs qui sont au bout du guide vont pouvoir dire au médecin cet AVC-là est causé par un caillot rouge ou un caillot blanc ou un caillot mixte. Et ça, c'est important parce que le choix de dispositif pour le médecin dépend de composition de caillots. Et aujourd'hui, il n'y a aucune façon de savoir la composition de caillots.
on se rend compte que le stent retriever marche mieux avec les caillots rouges, le aspiration catheter marche mieux avec les caillots blancs, mais aujourd'hui, tout ce qu'on voit à l'imagerie, c'est gris. Donc, avec nos guides intelligents, on met des couleurs dans ça et on va pouvoir dire au médecin quel type de caillot il a ou elle a et quel type de dispositif est donc mieux à utiliser pour retirer le caillot. Parce que c'est très important de retirer ce caillot rapidement. Hein. Temps égale neurone dans le cas des AVC. On fait beaucoup d'apprentissage, des algorithmes d'apprentissage, de machine learning, hein, parce qu'il faut donc que il faut qu'on corrèle nos spectres d'impédance avec différentes compositions de cailloux. Hein. Donc on fait beaucoup d'apprentissage pour que quand on donne ce guide à un médecin, il le met dans le cerveau d'un patient, il va pouvoir dire sans ambiguïté, c'est un caillot rouge, un caillot blanc ou mixte. Voilà une photo de nos capteurs qui sont déployés sur le bout de ce guide. Je vais terminer rapidement par vous parler en fait de l'idée d'une artère intelligente, une artère connectée finalement. Donc, on est en train de développer cette technologie de capteur chez Sensome. Mais ce qui est vraiment intéressant, je trouve, est que ce projet de valorisation pourrait aussi nourrir nos projets de recherche. Donc, Olga Tchachina est une ancienne X aussi, qui a fini sa thèse dans mon équipe il y a quelques mois. Et Olga a développé une version intelligente de l'artère artificielle. En gros, une artère artificielle qui a les capteurs de Sensome. Ce que Olga a pu montrer est qu'avec ces capteurs-là, elle peut donc monitorer la prolifération des cellules, à la fois des cellules endothéliales et des cellules musculaires lisses dans cette artère artificielle. Et ça, c'est intéressant parce que des fois, on ne veut pas imager, soit on veut pas, soit on ne peut pas imager optiquement à l'intérieur d'un vaisseau. Hein. Donc, d'avoir une façon de le faire par des capteurs, c'est intéressant. Ça, c'est un exemple de spectre d'impédance qu'on voit, par exemple, pour les cellules endothéliales. Donc, ça, c'est une cartographie donc l'impédance, c'est une quantité complexe. Donc, il y a une module, il y a une phase, hein, et donc vous voyez, et ça, c'est au cours du temps et à différentes fréquences. Ici, on utilise 30 différentes fréquences. Et vous voyez que, par exemple, à 36 heures, on voit un changement dans le comportement de l'impédance. Là, c'était très bleu et vert. Et là, ici, il y a beaucoup moins de bleu à 36 heures. Et on voit aussi un changement à 36 heures dans la phase. Et ça correspond à quand les cellules sont devenues une monocouche entière. Donc ça, c'est une façon, par exemple, qui pourrait équiper des dispositifs extracorporels pour dire quand les cellules deviennent une cellule, une monocouche, une couche complète. On peut faire ça avec des cellules musculaires lisses aussi. Bon, je vais sauter ça. C'est en fait, avec notre algorithme d'apprentissage, on peut définir avec toute l'information d'impédance qu'on a, donc la phase et le module à différents spectres, à différentes fréquences, à différents temps, on peut définir avec tout ça un seul paramètre qui mieux décrit la densité cellulaire et donc la taux de prolifération de cellules. Donc on peut faire des courbes de calibration, si vous voulez, pour les cellules endothéliales ou cellules musculaires lisses. Et donc, comme ça, on peut prédire, sans avoir besoin de faire de l'imagerie optique, on peut prédire simplement par les mesures d'impédance la densité cellulaire en fonction du temps. Donc, nous pensons que cette artère connectée et intelligente est
une plateforme très intéressante qui pourrait faire de monitoring temps réel à long terme de dynamique cellulaire. Ça, c'est très intéressant quand on n'a pas la possibilité de faire d'accès optique ou quand on ne veut pas faire de toxicité, phototoxicité, parce que quand on met beaucoup de photons dans un système cellulaire, les cellules souffrent. Mais ce qu'on est en train de développer maintenant, donc il y a un doctorant qui démarre dans l'équipe et de dire on va utiliser ce même système pour regarder l'organisation spatio-temporelle des mélanges de cellules. Donc si vous pouvez imaginer par exemple un mélange de cellules saines avec des cellules cancéreuses, et si on met un mélange de ce système, de ces deux types de cellules ensemble, si on a des capteurs qui peuvent distinguer entre les cellules saines et les cellules cancéreuses, on va pouvoir monitorer, suivre d'une façon au temps réel la façon que les cellules saines et les cellules cancéreuses interagissent. Mais c'est un exemple, mais il y a plusieurs autres exemples de mélange cellulaire. Voilà, donc ça c'est l'équipe aujourd'hui que je remercie bien sûr et je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup, Abdul. Merci, Abdul Barakat, pour cette présentation. Abdul, tu es trop modeste. Tu as été trop modeste pour rappeler que tu es naturellement directeur de recherche CNRS au laboratoire d'hydrodynamique de l'IX, hein, on le rappelait. Tu es professeur à l'IX, naturellement, et tu es aussi porteur de plusieurs chaires, dont notamment la chaire ingénierie cellulaire cardiovasculaire financée par le AXA Research Fund. Et tu es porteur du projet Biomedical Engineering qui, lui, est financé par la fondation Bettencourt-Schuller. Tu as également des soutiens d'une fondation, de la fondation Le Foulon de la Lande, que nous saluons naturellement. Donc, un grand merci à toi, naturellement, pour cette magnifique présentation. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on comprend tout d'un coup. Ta pédagogie est toujours excellentissime. Et on a beaucoup de questions de votre part à tous ce soir. Vous êtes très nombreux et de nombreuses questions ont été posées. J'ai fait en sorte de les compiler un petit peu par thématique. N'hésitez pas, hein, naturellement, si vous avez encore des questions à poser. Je ferai en sorte naturellement d'en poser le maximum. Donc, on a une petite quinzaine de minutes pour répondre. Alors, premièrement, sur la thématique un petit peu de la calcification, Abdul, une question qui nous est posée, plusieurs questions qui concernent le score d'Agatston et qui demande également s'il y a des recherches pour réduire une calcification et également pourquoi le sport intensif peut-il contribuer à la calcification des artères. Alors tout d'abord, le score d'Agatston, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu davantage? Donc, effectivement, la calcification, c'est quelque chose qui est très intéressant. On se rend compte que ces lésions, ces plaques peuvent avoir différentes compositions. Il y a des lésions, des plaques qui sont molles. Il y a d'autres lésions qui sont beaucoup plus calcifiées, beaucoup plus dures. Et ce qu'on a appris dans les dernières 10 années, 10 à 15 années, est que finalement, ce qui est le facteur le plus pertinent, plus important pour déterminer le risque d'une crise cardiaque est la composition de cette plaque. Donc, il y a tout un domaine de recherche maintenant sur la plaque vulnérable, qui est vulnérable à l'éclatement. Donc, il y a beaucoup, nous pas trop, parce que nous, on regarde plutôt dans les phases assez amont de développement de la maladie. On ne regarde pas trop les lésions et les plaques après qu'elles sont bien développées. Mais il y a beaucoup d'équipes de recherche qui regardent comment la composition de la lésion ou de la plaque peut influencer la probabilité d'éclatement. Une autre question nous est posée par Nicolas Fournier qui concerne les stents. Alors, on est toujours très impressionné par la visualisation, notamment de l'implantation des stents. Justement, Nicolas Fournier demande pendant le gonflement du ballonnet, pendant la mise en place du stent, comment est-ce qu'on gère l'arrêt du flux sanguin?
En fait, on arrête le flux sanguin, mais ça dure pas très longtemps, hein. Donc, on gonfle le ballonnet, c'est une question de quelques secondes. Ça pousse le stent contre la paroi, on dégonfle le ballonnet, on retire et on recommence l'écoulement recommence. Bien. Naturellement, beaucoup de questions également sur les artères, notamment une question de Camille Perrier-Metz. Alors, comment avez-vous pu valider que votre modèle d'artère in vitro représente bien la réalité chez un patient donné? Est-ce qu'il est possible de personnaliser justement cette artère in vitro pour chaque patient? Ça, c'est une question très intéressante. Oui, on pense qu'on pourrait personnaliser notre artère artificielle à condition qu'on peut avoir des cellules du patient, hein. Donc, nous, on tapisse des cellules endothéliales, par exemple. Finalement, on peut isoler. Donc, on ne veut pas aller chercher une bout d'artère d'un quelqu'un pour avoir leur cellule endothéliale pour tapisser notre artère artificielle. Ce serait trop compliqué, ça. Mais par contre, dans notre écoulement, dans notre sang, il y a ce qu'on appelle endothelial colony forming cells. Donc, c'est une forme de cellule endothéliale qu'on peut trouver dans le sang. Donc, si on peut envisager prendre du sang du patient, isoler ces cellules endothéliales qui sont dans le sang, après proliférer pour qu'on ait assez, faire tapisser notre artère artificielle avec ça, et dans ce cas-là, on va pouvoir répondre d'une façon beaucoup plus personnalisée à la réponse aux stents, mais aussi aux médicaments, aux nanoparticules, aux différents types des choses qui peuvent influencer nos artères. Voilà. Mais effectivement, c'est possible de personnaliser cette plateforme d'artère artificielle. À nouveau, une question assez précise sur la thématique des artères posée par Philippe Guimard, que je salue. Avez-vous travaillé sur la rigidité des artères sans qu'il y ait de plaques justement dans ces artères? Parce que des artères timides peuvent provoquer de la crise cardiaque sans qu'il y ait de plaques visibles. Alors, la rigidité des artères sans plaques. Je ne sais pas de quoi exactement on parle parce que, à ma connaissance, la plupart du temps où on a de rigidification de la paroi artérielle, c'est à cause de calcification et des plaques. Donc, peut-être la personne qui a posé On la pourra question. préciser peut-être Oui. éventuellement par la suite et passer à une autre question. Une question qui est posée par quelqu'un que tu connais, je pense, Abdul, de la part de Sri Anand. Comment prévenir les tourbillons des flux sanguins qui abîment nos artères et nos vaisseaux? Ah Et oui, ça c'est. également pour avoir une idée, quelle est la taille d'un caillot dans le cerveau que Sensum est capable de dissoudre et de retirer? Ok, donc je Tourbillons de flux commence. sanguins notamment. Flux sanguin. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut visualiser le flux sanguin par des méthodes d'imagerie. Donc, par exemple, l'IRM ou l'ultrason. Donc, ce qu'on va pouvoir faire est envisager à la fois la géométrie artérielle et les tourbillons qui existent dans le sang. Mais ça, c'est une question très intéressante, en fait, parce que aujourd'hui, si on va chez le médecin, par exemple, pour avoir une évaluation de notre risque de maladie cardiovasculaire, qu'est-ce que le médecin va regarder? Il ou elle va regarder, il va mesurer le taux de cholestérol dans le sang, il va regarder si on a de tension, parce que l'hypertension, c'est un facteur de risque. Il va regarder si on est homme ou femme, parce que les hommes sont plus à risque. Il va regarder si on est en train de vieillir, parce qu'on est plus à risque avec l'âge. Ils vont regarder si on est stressé, parce que le stress, c'est un risque. Ils vont regarder si on fait du sport ou pas, parce que la sédentarité, c'est un facteur de risque. Mais il y a des gens qui ont tous ces facteurs de risque et jamais une crise cardiaque. Et il y a des gens qui n'ont aucun de ces facteurs de risque et tout d'un coup, pouf, ils tombent ils ont une crise cardiaque. Donc, on pense que notre compréhension vraiment du risque pour la maladie cardiovasculaire manque quelque chose. Et une chose qui manque, à notre avis,
c'est ce facteur mécanique qui est lié à la perturbation de l'écoulement et du flux sanguin. Alors, pourquoi plus de tourbillons dans certaines personnes que d'autres? On a tous les mêmes artères, on a tous les mêmes branchements d'artères, mais finalement, il y a des différences de géométrie entre nous, c'est-à-dire l'angle de branchement peut être différent d'une personne à l'autre, le diamètre de l'artère fille par rapport à l'artère mère peut être différent, et tout ça peut influencer la structure du tourbillon dans l'artère. Donc, on pense qu'au facteur de risque existant, il faut ajouter un facteur de risque géométrique inhérent à notre géométrie qui fait partie de notre génétique, hein, et qui dit que à cause de notre géométrie artérielle, on est plus ou moins disposé à avoir des tourbillons et donc des maladies cardiovasculaires. Maintenant, la deuxième partie des questions, c'était la taille du caillot dans le cerveau. En fait, c'est déterminé par la taille de vaisseau qui est bloqué, finalement. Donc, un caillot, et ce qu'on voit est que typiquement, les caillots dans le cerveau peuvent être dans un vaisseau qui est de l'ordre de quelques millimètres de diamètre, entre 1 et 3 millimètres de diamètre. Donc, le caillot va faire cette taille-là. Beaucoup de questions qui nous sont posées, notamment sur des thématiques très différentes. Preuve s'il en était encore de la multidisciplinarité des sujets que tu abordes à travers tes projets. Une question notamment de Guillaume Catla qui nous remercie pour cette masterclass, qui te remercie pour cette masterclass. Alors, pourquoi utiliser du machine learning pour caractériser les spectres d'impédance par rapport à une collecte de data classique? Alors, on a énormément de données. En fait, ce qu'on a fait avec Sensome, et on a en plus du guide intelligent qu'on a développé, on a construit des machines avec les mêmes capteurs qu'on a déployés à différents hôpitaux autour du monde. On a 3 ou 4 aux États-Unis, on a 2 en Australie, on a 2 ou 3 en France, on a en Belgique. Et l'idée est que maintenant, les médecins, quand ils utilisent ces dispositifs pour retirer un caillot à la suite d'un AVC du cerveau d'un patient, ils mettent le caillot dans nos machines qui font les spectres d'impédance et ils nous envoient les spectres. Et en plus, ils nous envoient d'informations sur la composition du caillot et quel dispositif ils ont utilisé pour le retirer. Et tout ça va dans notre algorithme de machine learning parce que c'est énormément de données, pour vraiment comprendre quelles sont les combinaisons de paramètres dans nos spectres d'impédance qui corrèlent le mieux avec la composition de caillots et avec quel type de dispositif est le plus adapté pour le retirer. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, une question d'un spécialiste à présent, de la part de Simon Dingvan, qui est chirurgien cardiaque au CHU d'Angers. Connaissez-vous une méthode non invasive pour monitorer l'état de l'endothélium coronaire soumis à différents flux sanguins, que ce soit des flux turbulents, laminaires ou selon une viscosité variable? Si la question est in vivo, non. Mais si la question est ex vivo, c'est ça qu'on a fait avec notre artère artificielle. On pourrait suivre la cicatrisation et la migration, la prolifération des cellules endothéliales sous des conditions très contrôlées. Question un petit peu directe également posée par Michel Sanson et qui est très importante. Est-ce que, Abdoul, vous avez déjà implanté avec ton équipe in vivo des stents connectés? Non, le stent connecté, donc on a une équipe de 20 personnes, on ne peut pas travailler sur beaucoup de projets en même temps. Aujourd'hui, le but est de finir le guide intelligent on a fini maintenant les essais animaux, on commence les essais cliniques en début 2021 pour essayer d'avoir le guide intelligent vraiment prêt pour donner aux médecins pour déployer dans des patients en 2022. Par la suite de ça, on va décider est-ce qu'on revient au stent directement ou est-ce qu'on travaille sur d'autres dispositifs entre le stent et le guide intelligent. Parce que le stent intelligent, c'est un très gros projet
très, très important et très, très intéressant, mais on pense qu'il y a plusieurs étapes à faire entre le guide intelligent et le stent intelligent qu'on va développer. Alors justement, sur l'étape d'après, la question posée par Daniel Chanté, que je salue également, quelles sont les procédures pour obtenir l'agrément de ces techniques avant leur utilisation chez des patients? Je crois que ça doit être extrêmement réglementé. Oui, tout à fait. Donc là, ce qu'on a fait est déjà des essais ce qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire sur des animaux. On a montré que c'est efficace et que c'est sécure, il n'y a pas de danger pour l'animal. Donc on a préparé tout un dossier pour l'homologation et pour pouvoir faire des essais cliniques. En fait, on va faire les essais cliniques en Australie, hein, à partir de début 2021. Donc on vient d'avoir justement le retour des autorités là-bas qui ont quelques questions très faciles pour nous à répondre. Donc on pense que en 2021, vers mars, on va pouvoir commencer les essais cliniques. Donc, c'est-à-dire notre dossier est regardé d'une façon très, très détaillée pour à la fois la sécurité et bien sûr pour l'efficacité. De manière encore assez précise, alors merci beaucoup hein, pour toutes vos questions. On a déjà un petit peu débordé le temps. Je vais poser encore deux questions à Abdoul, notamment la question qui est posée par Jérémy Huet. Comment mesurer le shear stress au niveau des flux turbulents? Ça, c'est une question très intéressante. C'est très difficile de mesurer le shear stress directement. La plupart du temps, la façon qu'on mesure le shear stress est par mesurer le profil de vitesse et prendre le dérivé de profil de vitesse, évaluer cette dérivée à la paroi, et c'est ça qui va nous donner le shear stress à la paroi. Maintenant, dans un écoulement turbulent, c'est beaucoup plus compliqué à cause des aspects chaotiques de l'écoulement. Mais en fait, moi, quand je parlais du tourbillon dans les artères, je ne voulais pas vraiment parler d'un écoulement turbulent. En fait, l'écoulement est laminaire, mais très perturbé. Il n'y a pas cet aspect chaotique statistique qui est caractéristique du turbulence. Donc, l'écoulement est laminaire, mais avec beaucoup de structures compliquées qui sont ces tourbillons. Et dans ce cas-là, la façon qu'on mesure le shear stress, et on le déduit en mesurant le profil de vitesse et prendre le dérivé de la profil de vitesse, évaluant le dérivé à la paroi. Et enfin, une question de Daniel Gelvert que je trouve très intéressante, notamment pour clôturer cette session de questions-réponses et notamment pour ouvrir tout cela. Elle commence par demander quelle est la longueur des stents intelligents et surtout, peut-on réfléchir à des applications en cancérologie, notamment du fait de la fenestration de l'endothélium tumoral? Oui, donc la longueur de stent intelligent, c'est la même longueur qu'un stent normal, hein, parce que nous, on ne touche pas aux stents, on ne fabrique pas des stents. On prend les stents existants et on met nos capteurs dessus. Donc, tous les stents existants pourraient être instrumentés avec nos capteurs. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cancérologie, effectivement, nous, on n'a pas pensé aux fenestrations endothéliales spécifiquement, mais on a pensé aux applications dans l'oncologie dans le contexte suivant. Aujourd'hui, donc, on a montré dans des études annexes que nos mêmes capteurs d'impédance peuvent faire la distinction entre des cellules cancéreuses et des cellules normales. Et donc, on peut envisager aujourd'hui, par exemple, dans la chirurgie pour le cancer, aujourd'hui, une question est de savoir jusqu'à où on coupe dans la chirurgie. Est-ce qu'on a eu tout le tumeur ou est-ce qu'il y a encore de tumeur? On ne sait pas exactement où on arrête de couper. Bien sûr, on ne veut pas couper trop, mais il faut couper assez pour être sûr qu'on a retiré tout le cancer, hein, tout le tumeur. Donc, on envisage, par exemple, mettre ces capteurs sur le bout du scalpel ou que le chirurgien utilise pour couper, pour au même temps qu'on est en train de couper, savoir est-ce qu'on est en train d'arriver, est-ce qu'on est en train est-ce qu'on est en train de voir des tissus sains ou une tissu cancéreuse.
Donc, ça, c'est une application dans l'oncologie dont on a réfléchi. Parfait.